Issu d'un milieu favorisé, Gérard Salleron n'avait pourtant rien d'un enfant modèle. De l'école des Jésuites de Metz au lycée Jean de Panche de Sarreguemines, en passant par le collège de Bitche, une scolarité houleuse aura marqué ses jeunes années. C'est donc en autodidacte invétéré qu'il prend le chemin du savoir. Peint sans rire et d'un optimisme à toute épreuve, Gérard Salleron, après avoir occupé le poste de directeur des Nouvelles Galeries jusqu'à sa fermeture, vit aujourd'hui sa passion, l'histoire locale. Une passion qui le porte 3 fois par semaine aux archives municipales de Sarreguemines. En 1998, il sort son premier ouvrage historique sur les Nouvelles Galeries de Sarreguemines. 5 autres suivront, dont Émile Hubert et La Peluche de soie. Après Sacrilège au Duché de Lorraine, son premier roman historique, il réitère dans De soie et de coton une intrigue policière au cœur de la cité des faïences du temps où Sarreguemines coiffait le monde. Personnage attachant et solitaire, Gérard Salleron incarne le parcours d'un homme libre ayant pris le train de l'histoire pour échapper au train trop effréné de la vie. Il est le seul aujourd'hui à placer Sarreguemines au cœur d'une intrigue mondiale. Bonjour à tous. Tout commence en mars 1851. Nous sommes au Second Empire sous le règne de Napoléon III, en pleine révolution industrielle. Londres se prépare pour la première exposition universelle internationale à laquelle doit participer la manufacture de peluches de soie Pijart de Sarreguemines. Martin de Poutot, le fils de la famille, a 12 ans lorsque Simon Aron, l'homme à tout faire de la maison, est assassiné. Mathilde, la femme de son oncle, s'accuse de ce crime. La même semaine, le président de l'exposition universelle de Londres, Alistair Stevenson, est assassiné et une prostituée est retrouvée morte à Boston. Un lien relie ces 3 crimes, lequel tout semble converger vers la manufacture de Sarreguemines. À mes côtés, Gérard Salleron, l'auteur de ce roman De soie et de coton. Bonjour Gérard. Bonsoir Marianne. Alors, après Sacrilège au Duché de Lorraine, vous récidivez avec De soie et de coton. Alors ce roman, comment est-il né ? Il est né surtout de l'inspiration de mes travaux avec Didier Emer, le conservateur des archives municipales. Nous avons travaillé 5 ans sur le capitaine d'industrie Émile Hubert et la peluche de soie. Alors expliquez-nous ce que c'est que la peluche de soie, juste une petite parenthèse. La peluche de soie, c'est un tissu qui contient en fait 45% de soie, de la soie crue et de la soie cuite, mais aussi 55% de coton. Et ce tissu qui était fabriqué à Sarreguemines servait surtout aux chapeliers pour fabriquer le fameux chapeau de forme. Donc, qui était très en vogue sous qui la était Restauration. Très en vogue au moment du Second Empire, surtout à partir des années 1820 jusqu'en 1920, quasiment, il a vécu un siècle. Alors donc ce roman raconte l'histoire d'une famille et de l'entreprise sarregueminoise dans la tourmente de ce siècle, donc du 18e, 19e siècle. Donc alors, effectivement, il y a des événements en France, mais il y en a aussi des événements internationaux qui finalement influencent beaucoup cette entreprise. Oui, alors je crois qu'il faut que je vous dise que le but de ce livre, au travers de ce livre, ce que j'ai voulu surtout faire remarquer par le lecteur, c'est d'abord cette période de la révolution industrielle, mais c'est aussi l'annexion de la Lorraine et surtout essayer d'imaginer comment les gens, les contemporains de l'époque, les contemporains lorrains de l'époque ont vécu cette période, mais aussi les premières lois sociales. Ça, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que là, donc, cette entreprise, elle est d'abord française, après elle passe... Après, elle devient Lorraine allemande, on va dire. Lorraine allemande, et puis donc Martin de Poutot et les fondateurs. Et Martin de Poutot est pris entre deux chaises, à savoir est-ce qu'il doit rebâtir ou reconstruire sa fabrique en France, ou il doit rester à Sarreguemines, qui vit sous le joug allemand. Alors donc il est vrai que ce roman raconte... Enfin, il y a vraiment le fond historique qui est là. Donc, Émile Hubert, il me semblerait que ce soit Martin de Poutot dans votre roman, bien que vous preniez beaucoup de libertés sont prises. On va dire qu'Émile Hubert est servi à l'inspiration du roman. Mais bon, le personnage
Non, d'autant plus que Émile Hubert n'a pas vécu autour de lui de crimes dans sa famille. Non, Hein. non, Heureusement non, d'ailleurs mais pour était lui. tourmentée aussi, sa Ouais. famille, en même Oui, temps. oui, sa famille était aussi très tourmentée. Alors, donc, il y a eu aussi d'autres entreprises qui ont vécu cette période d'annexion. Il y avait bien sûr les faïences. Pourquoi Oui, vous n'avez pas évidemment. fait, pourquoi vous n'avez pas fait un Évidemment. roman autour de Pourquoi les faïences qui vont faïences? Parce justement- que j'aime pas les assiettes. mais manger dedans quand même. Manger dedans quand même, oui. D'accord, donc ça c'est réglé. Alors, sur le chapeau de forme, c'est vrai qu'il symbolise la respectabilité, la Oui, le richesse. chapeau de forme, on peut dire qu'il respecte, si vous voulez, à cette époque-là, il y a plusieurs choses. D'abord, déjà de par sa forme, il élève l'individu, Oui, hein, il le absolument. grandit. Oui, oui. Hein. On peut aussi dire que vraiment c'est un signe de distinction, mais aussi d'arrivée sociale. Maintenant, il se trouve aussi que c'est une période où justement la respectabilité, le qu'en dira-t-on était quand même très présent à cette époque-là. Est-ce que ça explique pourquoi? Parce qu'en fait, le mystère reste entier de ces crimes pendant 30 années. Donc, est-ce que ça explique aussi la peur du scandale Oui, certainement, mais bon, j'avoue que je ne suis pas allé aussi loin. Non? Non. Et pourtant, le chapeau de Ouais. forme, il Ouais, représente un petit c'est peu tout vrai, ça quand même. c'est vrai. Alors, Martin de Poutos, c'est donc le fils de la famille. Il a 12 ans lors des événements tragiques qui bouleversent le milieu familial. La même année, il est envoyé à Metz au collège des Pères jésuites pour y poursuivre ses études. Écoutez. Que viens-tu faire ici? C'est l'enfer, dit l'un. Nous mangeons peu, nous ne dormons guère, renchérit un autre. Nous n'osons à peine nous parler, se plaint un troisième. Déjà abattu, je mets beaucoup de conviction dans ma réponse. Je suis venu pour travailler, pour m'instruire. Le silence de mes nouveaux camarades est de celui qui précède un cataclysme. Eh bien, tu vas être servi. Le père Mathieu est un bourreau. Il nous accable de travail, il ne nous laisse que peu de temps pour nous reposer. Il nous punit en rationnant nos repas, nous inflige des corrections. Ici, seuls les offices sont notre récréation. Tous à vos places, crie l'élève, chargé de la surveillance, le corbeau. Alors Gérard, donc ça c'est un passage que vous avez choisi. Donc c'est du vécu? Oui, ça me rappelle du vécu. J'ai passé une année chez les Jésuites à Saint-Clément-de-Metz et ça me rappelle tout à fait cette période-là. Et Oui, il y était... quasiment le trois quarts du chapitre, c'est du vécu. Les trois quarts? Ouais. Donc, de ce chapitre. Ah, de ce De ce chapitre-là. chapitre. Donc vous y avez été un an. Donc Martin de Poutot y était pendant 6 ans. Et donc vous parlez effectivement d'une ambiance quasi monastique. Ah, tout à fait. Et en même temps, vous êtes reconnaissant. Bah oui, c'est évidemment. Évidemment. Parce que... Et vous en ont fait baver, mais vous dites oui, encore. oui, parce que les jésuites m'ont appris quand même la rigueur, une pensée humaniste, la curiosité aussi, le sens de la recherche. Non, ils m'ont quand même apporté des choses. Je peux pas. Alors Martin de Poutot, c'est un peu Émile Hubert, mais c'est aussi un peu vous. Et dans le Oui, personnage un peu, de Martin. un peu, ouais. un peu. Voilà. Alors De toute oui. manière, je m'excuse Marianne, Ouais, de toute allez-y. manière, on ne peut reproduire que ce qu'on a vécu. Oui, oui. On ne peut raconter que ce qu'on a vécu. Et justement, maintenant, quand on est sur les passages un peu autobiographiques, il y en a d'autres dans ce livre? Il y en a peut-être d'autres, mais bon, j'avoue que je ne l'ai pas en Principalement mémoire. celui-là. J'avoue que je n'ai pas en mémoire. Non, mais je pense les bas-fonds, vous n'y étiez pas. Non, les bas-fonds londoniens qu'on retrouve vers la fin du livre, ça c'est plutôt mon côté que j'aime beaucoup des livres policiers. D'accord. Alors Martin découvre, mais bien plus tard, en 1883, dans le double fond d'un tiroir, un secret caché. Alors qui est caché depuis plus de 30 ans. C'est une lettre qui est écrite par Mathilde et en fait qui s'est accusée à l'époque donc du meurtre de Simon. À partir de ce moment-là, il est en quête de vérité et c'est là donc qu'il va dans les bas-fonds de Londres et qui recherche à travers à Londres, à Boston, la vérité. Cette quête de la vérité, ces secrets de famille, ça évoque quelque chose pour vous?
Non, c'est totalement de l'invention, c'est de l'imaginaire, hein, tout à fait. Il aura quand même fallu longtemps, 30 années qui s'écoulent. Oui, mais je ne peux de... pas faire je peux pas faire une comparaison avec ma propre vie. Non, mais je veux dire, de 30 ans qui s'écoulent de 1851 jusqu'à 1883, Ah, c'est long, c'est sûr. quand même long. C'est En long. même temps, ça permet C'est de long. raconter l'époque. C'est long, et ça permet de raconter l'époque, et puis ça permet aussi d'écrire des pages. Et ça permet d'écrire des pages. Alors, la révolution industrielle a fait émerger une nouvelle classe sociale, le prolétariat. Des tensions sociales agitent la manufacture. Sarreguemines est en terre d'empire et son dirigeant est français. Adèle, la jeune épouse de Martin, veut faire appliquer les nouvelles lois sociales votées au Reichstag. Écoutez. J'ai rencontré Guillaume, dis-je, l'air le plus sérieux possible. Ne dois-tu pas me parler d'une nouvelle loi ? Nos fâcheries des derniers jours m'ont contraint à ne pas aborder ce sujet. Mais si tu désires que nous en parlions… Oui, de suite, je t'écoute. Depuis le 22 juin 1889, donc depuis plus d'1 an et demi, à la demande de notre chancelier, le Reichstag a ratifié une loi relative à l'assurance vieillesse et à l'invalidité. Guillaume et d'autres ont eu vent de cette nouvelle loi. Ils sont venus me trouver dans l'espoir que je te convainque de l'appliquer, mais comme j'ai pu te le dire il y a un instant, notre brouille m'a poussé à remettre notre entretien sur cette question à plus tard. Ne sont-ils pas assez grands pour venir m'en parler ? Tu sais bien qu'ils te craignent. Dans leur esprit, je suis toujours une des leurs. Et comme je suis si près du pouvoir décisionnel, tu comprends bien qu'ils se rapprochent plus facilement de moi. Admettons. Alors que proposes-tu ? Que Pijard et compagnie appliquent cette nouvelle loi sociale comme toutes les autres. Gérard, alors qu'est-ce qu'on peut dire de la condition ouvrière à l'époque où Sarreguemines ressemblait à une ville-usine ? Ce qui me paraît le plus important, ce sont les lois de Bismarck. Parce que à ce moment-là, à cette période, en France, n'existait que le droit de grève, qui avait été instauré par Napoléon III, si ma mémoire est bonne, en 1864. Et depuis, il ne s'était rien passé. Or, sous l'annexion, Bismarck instaure plusieurs lois. D'abord, en 1883, la première loi de l'assurance maladie. Et c'est quand même très important parce que c'est en quelque sorte les prémices de notre sécurité sociale. Et de notre droit local. Et de notre droit local. Et puis en 1884, donc 1 an plus tard, Bismarck instaure cette fois une loi sur les accidents. Sur les accidents, effectivement, et l'assurance vieillesse. Plus tard. Hein? Ouais, donc il y a eu 3 lois très importantes qui ont été... Et été... puis après, beaucoup plus tard, mais je crois que c'était dans les années 1890, c'est la réduction du temps de travail. Les hommes travaillaient 64h30 à cette période-là. Les femmes devaient travailler 1h, 1h30 de moins. Et Bismarck ramène l'horaire de semaine de travail à 61h30. Donc, on approche des 60 heures de travail. Hein. On apprend aussi dans votre roman que les enfants travaillaient. Oui, bien sûr, les enfants travaillaient. Les enfants, à partir de 12 ans, travaillaient. Ah oui, tout à fait. Là, du coup, il n'y avait pas de loi qui interdisait le travail des enfants. Non, mais ça commençait. Là, cette période-là, on commençait à restreindre le temps de travail des enfants. Et les artisans ou les tisserands amenaient aussi le travail à la maison, ça se pratiquait aussi, oui, on apprend ce genre de choses. C'est-à-dire, surtout avant le travail à l'usine, se pratiquait le travail. C'était des artisans. Les tisserands étaient aussi des agriculteurs. Et pendant la période hivernale, ils tissaient. Hein. Et un peu plus tard, ils ont commencé à travailler en usine. On sait aussi que, on l'a appris dans votre ouvrage que vous avez écrit avec Didier Emer, que Émile Hubert n'était pas forcément un philanthrope. Disons qu'il n'avait pas vraiment la fibre sociale. C'est ce qu'on retrouve un petit peu chez nous. Il ne l'avait pas, et c'est peut-être un peu Montmartin de Poutot. De ce côté-là, ressemble un peu à Émile Hubert. Et donc, il va s'amouracher avec une de ses repasseuses. Et donc, cette repasseuse va être un peu le porte-drapeau
du socialisme dans cette entreprise, dans cette fabrique. Et c'est un peu osé d'avoir choisi une femme comme porte-drapeau, justement, de Oui, la parce Convention que ouvrière. cette femme, ça me fait un peu penser à la période de la Commune. Hein. Et elle me fait penser à Louise Michel. C'est pour ça que j'ai bien aimé, puis ce côté qu'une femme est porte-drapeau, je trouvais ça Ouais. Alors il arrive aussi, c'était aussi une période un peu difficile pour l'entreprise, puisque la soie finalement était plus ou moins en déclin. Le chapeau feutre remplaçait un peu le Oui, chapeau c'était de soie. le début du chapeau feutre, et puis c'était le déclin du chapeau de forme. Et donc, toutes ces entreprises qui tissaient donc de la peluche de soie, il y en avait très peu. Il y en avait à Sarreguemines, il y en avait une à Putelange, et il y en avait une très importante aussi du côté de Lyon. Hein. Donc, à L3, j'en étais peut-être 4, à L3 tissaient quasiment toute la peluche pour l'ensemble du monde. Hein. Et Émile Hubert, à cette époque-là, tissait quasiment 50% de la production, ce qui était énorme. Ce qui était énorme, oui. Et effectivement, il y avait aussi la guerre de sécession aux États-Unis, donc ce qui a créé des difficultés d'approvisionnement Tout à fait. du coton. Dans les années 1860, 63, 64, la guerre de sécession a fait que la production de coton qui venait de Virginie ne traversait plus l'Atlantique, et il a fallu à ce moment-là s'approvisionner ailleurs, et on s'approvisionnait en général en Égypte. Et ça, c'est une réalité aussi? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, dans mon histoire, on le vit. On le vit, oui. On le vit. Voilà, On vit cette période. Ce qui explique aussi pourquoi il y a des meurtres à Boston. On vit à cette Londres, période, etc. oui, oui. Alors, comme Émile Hubert, Martin de Puteaux rencontre les mêmes difficultés. Et donc, quelles sont encore les autres similitudes? Il est né à Paris, il est ingénieur chimiste. Il est né à Paris, il est ingénieur chimiste. Bon, il va se marier que 2 fois. Émile Hubert s'est marié 3 fois. Ouais, Non, il y a quelques similitudes, c'est vrai. Mais bon, ce qui me paraît quand même plus important, me semble-t-il, c'est quand même ce fond historique Absolument, oui. auquel je suis très attaché. Alors, oui, donc votre livre se situe jusqu'en 1893. Combien de temps a duré finalement cette manufacture de peluche de soie? Je pense que mon héros va décéder en 1900 ou 1901, un truc dans ce goût-là. Oui, il décède, Hein? effectivement. Il Ouais, décède un peu. Il passe juste le siècle. Il passe juste le siècle, oui. Alors, tout à l'heure, vous me disiez, il y a peut-être un paragraphe fétiche que vous aimez bien aussi? Oui, c'est-à-dire un paragraphe que j'aime beaucoup, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime les livres policiers, et c'est surtout celui qui traite des bas-fonds de Londres. Lorsque mon héros, pour suivre son enquête policière, va dans les bas-fonds de Londres, ce chapitre, en tout cas, je pense que le 3/4 de ce chapitre me paraît la partie la plus aboutie au niveau de l'écriture. Mais c'est une appréciation tout à fait personnelle. Mais là, vous avez jamais été, hein, vous avez été à Londres? Non, à Londres, si, j'y suis allé, mais en touriste. Hein. Oui. Non, dans les bas-fonds, non. Non, vous n'avez pas été dans les bas-fonds. Non, je les ai évités. Hein. Donc ça, c'est pour vous donc le chapitre qui vous paraît le plus abouti. Alors là, j'ai des références au niveau des livres de Jack l'Éventreur, par exemple. Et vous aimez aussi C'est quel vraiment auteur? cette époque-là. Vous avez un auteur fétiche? Oui. Au niveau, vous voulez dire au niveau mon auteur préféré? Des romans historiques? Ah, dans les romans historiques, oui. Alors de loin, mon auteur préféré est Ken Follett. Hein, parce que tous ces romans sont sur un fond historique. J'aime aussi, par exemple, Patrice de Carolis, je pense aux Demoiselles de Provence, ou encore à son dernier roman, c'était... Je fais de la promotion pour lui. On va surtout faire de la promotion pour vous. Je pense à La Dame de Palatin, par exemple. Voilà. J'aime aussi Max Gallo. Oui, tout ce qui est finalement... tout ce qui est sur un fond historique. Et ça, c'est vraiment votre Oui, prochain roman en vue? Oui, on a toujours des idées, mais bon...
Mais bon, Ben, pour l'instant, en tout cas, on l'attend. On l'attend et on on fait l'espère. un bon break. Voilà. Hein. Alors, Gérard Salleron, vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir donc pour ce deuxième roman de soie et de coton. Donc, on le trouve aux éditions Serpenoise. Ça a été édité aux éditions Serpenoise, tout à pardon. fait. Et on le trouve donc dans toutes les Toutes les librairies. librairies. Voilà. Gérard, encore un autre exercice, c'est d'aller au tableau et d'écrire une petite phrase qui pourrait peut-être être le début d'un prochain roman. Tout à fait. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement entre les lignes.